Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine. La haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Pourquoi tant de haine? Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir, bienvenue pour la nouvelle édition de votre émission favorite sur ERFM. Pourquoi tant de haine? L'émission des génocides imaginaires. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un invité tout particulier que j'affectionne, vous le savez, j'ai déjà dit à ce micro, Pierre Hilard, bonjour. Bonjour. Je vous reçois, Pierre, pour votre nouvel ouvrage, avec un peu de retard, parce que Covid, transport, difficulté de trouver une date. Et puis, vous avez déjà été invité ailleurs, ce qui est une bonne nouvelle, en particulier sur la chaîne de Silvano Trotta. C'était évidemment à la fois pour votre livre, mais vous avez parlé de toute autre chose. En fait, vous avez fait plutôt une introduction à votre travail assez large. Et j'invite les auditeurs à se référer à cette vidéo, puisqu'on ne peut plus, quant à nous, vous renvoyer vers d'autres chaînes que la nôtre, celle de ERFM, puisque vous le savez, nous avons été censurés. Aussi bien la chaîne, on pourrait dire, de la rédaction, ERTV, que différents comptes déjà par le passé, Twitter, les moyens de paiement. Enfin, voyez, la censure se resserre comme un collet autour de nous. Donc, voilà, on se réfugie sur cette antenne, ERFM, peut-être bientôt plus sur YouTube. Pierre, je vous reçois pour cet important livre, Sionisme et mondialisme, aux éditions Nouvelle Terre, pour le prix de 25 € et une foultitude de pages, on doit être autour de 500 pages. Et c'est le troisième tome, en fait, de votre opus majeur, on va dire, parce que vous avez fait des travaux initiaux qui sont tous disponibles pour l'essentiel. Je rappelle vos travaux sur l'Allemagne, votre tout premier livre. Minorité régionalisme. Voilà, Minorité régionalisme, merci aux éditions François-Xavier de Guibert. Puis ensuite, vous avez poursuivi votre travail des minorités, de la politique allemande des minorités, vers la question du mondialisme, en fait. Et vous avez donc écrit ces trois importants ouvrages, Atlas du mondialisme, volume 1, on va dire, Archives du mondialisme, volume 2, et puis maintenant, Sionisme et mondialisme, aux éditions Nouvelle Terre. Alors Pierre, vous avez, on peut dire que ce livre se divise en deux grandes parties. La première partie concerne en fait la figure et les mémoires, pourrait-on dire, les carnets de Theodor Herzl, et la seconde concerne plus globalement, là pour le coup, les relations entre le courant sioniste et les autorités nationales socialistes d'Allemagne. Jusqu'à la date de 1941, on va y revenir, on va expliquer pourquoi vous vous arrêtez en 1941. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce livre, Pierre? Pourquoi est-ce qu'il vous a semblé important, après un travail quand même presque une fresque, à la fois dans l'Atlas et dans les archives, qu'est-ce qui vous a paru important de mettre en lumière pour faire cette focale sur la question du sionisme? J'ai voulu faire ce livre parce que j'ai eu la chance inouïe de tomber sur les carnets complets de Theodor Herzl. Ces carnets, je les cherchais depuis des années. J'avais des extraits, mais je n'avais pas les carnets officiels qui ont été édités au début des années 60 par la Fondation Herzl en liaison avec la centrale, les archives centrales sionistes. C'est dans un coffret en 5 volumes, et en fait, vous avez 4 volumes de la main de Herzl, 1600 pages, et le 5e volume, c'est un recueil d'environ 400 pages de noms et d'instituts rédigés par l'Institut Fondation Herzl, et qui donne des CV des personnages rencontrés par Theodor Herzl et les noms des instituts de son époque. Et donc, des informations connues que du milieu juif, et voire même du milieu familial juif. Donc des informations, j'allais dire, qu'on trouve pas ailleurs. Je cite toujours cet exemple, que par exemple, vous avez Theodor Herzl qui rencontre à Paris Alfred Spitzer, qui était l'homme de confiance des Rothschild de Paris. Donc rencontre absolument très importante. Mais comment il a fait pour rencontrer cet homme? Eh bien, grâce au 5e volume, on apprend que Alfred Spitzer était une connaissance personnelle de la mère de Theodor Herzl. Ah, évidemment, quand vous lisez ça, il n'y avait que le milieu familial à le savoir. Ça a été connu des collaborateurs proches de Herzl, et puis de proche en proche, Fondation Herzl, etc. Donc, on a dans les carnets complets de Herzl, pour la première fois, ça sort donc dans mon livre, une connaissance de la pensée intime du sionisme avec son fondateur. Et c'est très intéressant parce que la présentation des carnets par la Fondation Herzl et les archives sionistes, ils expliquent que Herzl
parle d'une manière assez vive, assez crue, ça peut paraître choquant. Et effectivement, les passages en question font sursauter plus d'un. Si vous, moi, on s'amusait à parler et à écrire de cette manière, c'est correctionnel immédiatement. Et le CRIF qui pousse des cris d'orfraie. Ah oui, des cris d'orfraie. Et là, c'est Herzl. Quand par exemple, il dit que... par exemple... Il a des mots très durs sur les juifs, disons-le. Ah, mais en fait, ce sont des bagarres entre clans juifs, en France, en Allemagne, en Russie, l'Empire d'Autriche-Hongrie et l'Angleterre. Ce sont des factions. C'est une photo non pas de l'État profond, mais des États profonds de chaque pays, des bagarres internes. Et lui, il a le soutien de certaines factions juives, il a la haine, mais le mot, si je pouvais trouver un mot encore plus fort, d'autres factions juives. Et d'ailleurs, à un moment donné, il en a tellement ras-le-bol de la vilainie de ces personnages, et c'est le mot qu'il utilise, qu'il écrit à un moment donné dans ses carnets, que si ça continue comme ça, je vais devenir le plus grand de tous les antisémites. Oui, alors ça, c'est un des mots les plus étonnants, évidemment, dans ses carnets, mais il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de critiques, beaucoup aussi de réflexions sur ce que le ghetto, le shtetl a fait des juifs. Oui. On sait que par la suite, il y aura deux figures de juifs qui vont se dessiner. Après la création de l'État d'Israël, il y aura l'Israélien en chemise à manches courtes, lunettes de soleil, bronzé, sûr de lui-même et dominateur, aurait dit un certain général de Gaulle. L'American Way of Life, presque. Voilà, il y a quelque chose de texan en eux, en effet, mais un juif renouvelé, finalement. Et puis, il y a cette vieille image que les juifs sionistes rejettent, celle du juif pouilleux, avec des pellicules sur les épaules, voûté, courbé, chenu, qui rase les murs dans son ghetto. Et c'est vrai qu'on sent qu'en fait, ce juif renouvelé dans le sionisme, cette lutte à mort en fait contre le juif du ghetto, est déjà présente sous la plume de Herzl, alors que le projet en est encore à ses balbutiements. Oui, alors le projet en lui-même est à ses débuts. Alors d'abord, définir le sionisme, c'est un mouvement messianique. Et donc, Herzl n'est que le énième chaînon d'une tentative qui a commencé il y a 2000 ans avec Simon le magicien et puis Shimon Bar Kokhba. Donc, bien comprendre que Herzl ne fait que reprendre un projet ancien. C'est un projet messianique. Et d'ailleurs, on le voit dans ses carnets, il est reconnu par certains juifs comme un messie. Oui, le mot est utilisé, vous le soulignez, c'est très intéressant. Vous dites en plusieurs occasions qu'il est lui-même à la fois s'étonne et se flatte. Oui. Qu'on lui accole ce nom de Messie. Mi-amusé, mi-agacé, et c'est en particulier son retour de Saint-Pétersbourg quand il arrive en Lituanie, où là, il est accueilli à bras ouverts par une foule juive, peu importe les couches sociales, mais vraiment, c'est délirant. Et d'ailleurs, j'ai établi cet accueil avec l'accueil délirant des Juifs avec Sabbatai Tzvi. C'est exactement pareil. Ce sont les mêmes scènes, les scènes de liesse, de délire. Le Amalek Herzl, roi Herzl qui régnera, enfin, c'est... Il y a toujours cette idée du roi juif qui en effet traverse les siècles. Alors lui, il est complètement imprégné d'une autre tradition, de la tradition, vous le détaillez en particulier dans l'introduction, il est imprégné de la tradition plutôt de la Haskalah, oui. Même mais il est en rupture. Alors, on va y... Alors, juste un mot peut-être, parce que vous l'avez dit, il faut que les auditeurs comprennent bien, donc on va prendre le temps de bien expliquer les choses. Ce que vous avez fait dans ce travail, dans cet ouvrage, encore une fois, impressionnant par son volume, 500 pages, c'est finalement une focale sur différents courants, ou plutôt sur un moment de l'histoire du judaïsme européen, qui consiste en fait à essayer de débrouiller les fils, l'écheveau en fait de tous ces courants qui à la fois se nourrissent aux mêmes sources, débouchent à des conclusions parfois très différentes, mais en même temps constituent tout le judaïsme de l'époque. Et donc il y a à la fois des convergences, des ruptures, des oppositions. Et c'est vrai. Des réconciliations. Des réconciliations. Aussi. Et en effet, ce que vous avez l'air de dire, c'est qu'en fait, tout ça, c'est un énorme écheveau, quoi, de courant. Et vous essayez d'y mettre de l'ordre, de clarifier les choses. Je crois que dans l'intervention que je signalais tout à l'heure, de celle auprès de la chaîne de Silvano Trotta, vous êtes essayé un peu au même exercice, mais pour les courants contemporains, on va dire, ce que pensent les Juifs de Russie, en particulier les Shabbat Lubavitch, les différences qu'il y a avec un judaïsme plus israélo-américain, qui est plus le modèle que je décrivais tout à l'heure, le modèle Moshe Dayan, c'est-à-dire conquérant, sûr de lui-même et dominateur. Voilà, il y a tous ces courants, et en fait, à trop simplifier, on n'y comprend plus rien. Et donc vous avez cherché à éclaircir en montrant la complexité, qui n'est pas la complication, mais au contraire la multiplication du simple.
Donc vous montrez bien on pourrait dire que vous avez refait une carte en fait. Vous êtes l'homme des cartes. C'est bien J'aime connu. les cartes, oui. Oui. Vous êtes un bon géographe. Et puis, ça vous a même parfois été, c'est presque devenu un mème, hein, Pierre Hillard et ses cartes dans les années 2000. Mais bon, ça a imposé quand même un style. Et là, je trouve que vous êtes redevenu cartographe, c'est-à-dire que vous avez fait cette cartographie des courants du judaïsme. Et là, en fait, vous faites le portrait de la naissance, la photo, voilà, à l'arrivée de la naissance de ce courant nouveau, le sionisme entendu par l'historiographie, on va dire mainstream, comme le sionisme, sans qualificatif. Mais ce que vous dites, et en cela vous probablement vous inscrivez dans un travail plus collectif, d'autres chercheurs vont dans la même direction que vous. Ils veulent, comme vous, montrer que si le sionisme est une nouveauté autour des années 1890, presque 1900, hein, c'est à la fois nouveau dans sa forme, dans ses aspirations, mais et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, complètement imprégné de tout un courant messianique qui est millénaire. Alors peut-être on peut rappeler les quelques courants qui dominent à l'époque. Il y a le ghetto, avec sa seule orientation religieuse, strictement religieuse, qui, elle, est plutôt dans la veine orthodoxe, attend le Messie et attend la libération du peuple juif de la venue du Messie, c'est-à-dire qu'elle attend l'action divine. Et puis, il y a eu un courant précédent, qui est lui-même issu du sabbataïsme, hein, on le sait, on en a déjà parlé à ce micro, qui est la Haskalah. On va peut-être dire un mot de ça pour qu'on comprenne un peu dans quel climat naît le sionisme. Qu'est-ce que la Haskalah ? Alors, on va aller du général au particulier. En gros, à cette époque, il y a 3 groupes. Il y a effectivement les juifs du ghetto, le monde russe, le monde juif russe, juif roumain, etc., l'Europe centrale. Le deuxième groupe, c'est la Haskalah, les Lumières juives, c'est-à-dire que c'est né au XVIIIe siècle, on dit toujours avec Mendelssohn, en fait c'est Lessing, le protestant Lessing, qui a mis sur les rails Mendelssohn, et Mendelssohn ensuite en lien avec Mirabeau, en lien avec différents personnages, comme le docteur Hertz aussi, à Berlin, avec ses filles. Et tout ça, ça a aidé au développement de la Haskalah, en lien aussi avec les frères asiatiques. Et la Haskalah, la lumière juive, c'est la religion est retirée du public, ça reste une affaire privée. Et dans cette histoire, c'est terriblement habile, car normalement, dans le catholicisme, il est présent dans la vie privée comme dans la vie publique. Et c'était le cas de la monarchie française avant 1789, où le roi de France était le lieutenant du Christ. À partir du moment où on évacue le catholicisme de la vie publique, on laisse ça comme une affaire privée, que ce soit pour les catholiques, les protestants, les juifs, l'aspect public devient, j'allais dire, entre guillemets neutre. En fait, il est désinfecté du catholicisme au profit d'une religion laïque qui sont les droits de l'homme, forme déguisée du noachisme, c'est-à-dire la religion élaborée par la synagogue rebelle pour les non-juifs. Donc c'est un système, la Haskalah, qui convient tout à fait. La religion des droits de l'homme pour les non-juifs. Donc, eux, les juifs ne sont pas concernés et conservent à titre privé, avec tous les degrés entre la pratique religieuse, l'indifférence, l'agnosticisme, tous les cas de figure, le judaïsme à titre privé. Avec Herzl, on voit donc 3 groupes, comme j'ai cité Haskalah et puis les juifs des ghettos, et puis le troisième groupe, ce sont les mouvements bolcheviques qui apparaissent. Et oui, le socialisme naît quasiment dans les mêmes années, en fait, dans ces régions d'Europe. Et ils sont en bagarre entre eux. Et Herzl montre bien que les mouvements révolutionnaires sont tenus par les Juifs. C'est dit par lui. Il s'en émeut d'ailleurs. Il s'en émeut. Oui. Il le dit, mais en même temps, c'est toujours, en fait, le Juif est un rebelle. Mais rebelle contre le monde né de la révélation. Après, vous avez la branche Haskalah, la branche sioniste. Après, vous avez la branche, des Shettel, mais c'est un monde rebelle. Et en fait, c'est ça qui m'a toujours passionné. Vraiment, les carnets complets, en fait, que j'ai synthétisés. 2000 pages, j'en ai fait à peu près 110, 120. Oui, vous nous avez épargné le gras, vous n'avez gardé que le muscle. Hein. Oui, le muscle. Et puis un peu de gras pour quelquefois faire un petit liant face à la subtilité. Mais en fait, ce qui m'a frappé dans ces carnets, c'est la diversité des états profonds, la diversité et les rivalités entre clans, et la montée en puissance de l'idéologie bolchevique. Et véritablement, on voit des courants qui s'opposent, et c'est ça que j'ai pu prouver grâce au carnet complet de Herzl. En fait, la guerre de 14 est la conséquence d'opposition entre un clan sioniste pro-Berlin et un clan sioniste pro-Londres. En fait, dans cette histoire, Herzl veut un foyer juif
en Palestine avec le pétrole qui est appelé à remplacer le charbon. Et là, la Mésopotamie, sous l'Empire ottoman, c'est un réservoir immense. Vous avez les fameuses voies ferrées qui se mettent en place entre le fameux Bagdad-Ban et toute l'histoire. Ça, c'est un point très important. Je pense qu'on peut s'arrêter une minute sur ce point. Et tout ça, ça va être dirigé par qui ? Et Herzl, il balance entre Berlin, Londres, Berlin. Il joue les deux d'ailleurs. Il joue les deux cartes. Et il le dit. Il dit à un moment donné qu'il espère un coprotectorat germano-anglais, mais qui peut prévoir l'avenir et les difficultés, etc. Voilà, il jongle entre les deux. Et c'est très intéressant parce qu'à un moment donné, on voit un des conseillers intimes de l'empereur Guillaume II, qui est le Eulenburg, qui dit à un moment donné à Herzl, attendez, on est prêt à vous aider pour le sionisme, mais l'Allemagne n'ira quand même pas faire la guerre pour le sionisme. C'est exactement ça qui s'est produit en 1914. Et d'ailleurs, dans mon bouquin Archives mondialistes, j'ai produit des pièces d'archives traduites en français, où en 1917, l'Allemagne et l'Empire ottoman font tout pour créer un foyer juif en Palestine. Et là, ils sont en concurrence avec les Anglais. Et le général Allenby arrive à conquérir Jérusalem. Et là, le projet tombe. En fait, la guerre de 14, c'est une bagarre entre clans pour la mise en place d'un foyer juif avec les conséquences géopolitiques, énergétiques. Et avec Herzl, on connaît les raisons profondes de la guerre de 14. Et l'Alsace-Lorraine, pour la France, ça n'a été que la carotte. Et j'ai toujours pensé à ces millions de soldats, qu'ils soient français, allemands, serbes, russes, anglais, qui se sont battus l'un pour la défense de la France, l'autre de l'Allemagne, etc. Mais en fait, la véritable bataille, c'était pour le contrôle de toute cette zone, Palestine, pétrole et enjeux stratégiques. Le reste, ce n'était que du falbala. C'est terrible quand on fait Avec les carnets complets, on a une photo interne et on pense à ces malheureux qui sont morts à des années-lumière de tout ça. C'est très intéressant votre travail justement parce que je le disais tout à l'heure, vous avez fait une cartographie de ces réseaux, de leurs oppositions, la façon dont il y a un sionisme allemand qui demande à l'empereur un soutien pour une éventuelle Palestine, c'est comme ça qu'on parlait à l'époque, de langue allemande. Donc les Allemands sont tentés, vous le dites à nouveau là devant notre micro, qu'en effet il y a eu ce projet, on va dire germano-ottoman, de soutien éventuellement à ce projet sioniste, dans la perspective qu'elle reste cette Palestine de langue allemande, sous la coupe, enfin qu'elle soit confiée en fait aux sionistes allemands, qui eux-mêmes ont pendant très longtemps en fait, dans le cadre de la Haskalah, avant qu'ils ne se séparent, qu'ils rompent avec le judaïsme allemand, ils ont vécu une parenthèse enchantée, on va dire, pendant laquelle ils occupaient les postes importants en Allemagne, et presque une idylle, en fait, avec l'aristocratie allemande, la bourgeoisie allemande, dont ils ont embrassé tous les codes, et y compris, on pourrait dire, cette aventure stato-nationale allemande, cette unité allemande, a été également celle des Juifs. Jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que, après les guerres, il y avait une aspiration nouvelle à, on va dire, un droit national, c'est le mot qui est employé par un des auteurs que vous citez. Et pour revenir à ce que vous disiez à l'instant, sur cette ligne de chemin de fer entre Berlin et Mossoul, je crois. En fait, l'actuel Koweït jusqu'au golfe Persique. Parce que, qui plus est, les Allemands voulaient construire une base navale au niveau du Koweït pour enquiquiner les Anglais avec l'Inde. Toujours le grand jeu. On est en plein grand jeu. Toujours. On n'a pas changé. Hein. Et c'est vrai que c'est un élément très important, je pense, pour comprendre ce qui se joue à l'époque. Et c'est peut-être cette ligne de train, par exemple, est un des chaînons qui explique le lien entre, on va dire, votre théorie que certains pourraient qualifier de conspirationniste, en disant tout ne peut pas s'expliquer par des bagarres entre Haskalah, sionisme bolchevique et ghetto juifs du ghetto. Il y a des chaînons, il y a des médiations. Vous les donnez. Je crois qu'une des médiations importantes à souligner, c'est cette ligne de chemin de fer qui est un projet, on va dire, germano-ottoman, qui remet en question la prééminence des Anglais dans la région. Ah oui, c'est un oléoduc sur rail. Et ça, les Anglais le voyaient avec horreur. D'ailleurs, j'ai mis dans ce bouquin les fameuses cartes, une carte du Bagdad-Ban, et j'ai en particulier publié le premier document en anglais de 1897 qui évoque le Bagdad-Ban. Ah oui, je tiens à préciser que tous les documents qui sont essentiellement en allemand, mis à part 3 documents qui sont en anglais et un en latin, tout est entièrement traduit en français. Voilà. Oui, parce qu'on a oublié de le dire, je crois que les carnets eux-mêmes étaient en allemand, pour l'essentiel. Encore que ici et là, vous soulignez, c'est amusant, que Herzl met parfois quelques mots en français. Oui, alors Herzl, il y a une chose qu'il va falloir faire
aussi, là vous me tendez la perche, je la saisis parce qu'il faut impérativement parler de l'homme Herzl. On peut être en opposition avec, évidemment, je ne partage pas les idées de Herzl, ça va de soi, mais il est hors norme, le bonhomme. Alors, il y a une chose que j'ai faite, j'ai voulu étudier sa famille, l'homme et sa famille. Et indirectement, on comprend le sionisme. Herzl, d'abord, 1860-1904, mort jeune, à 44 ans, problème cardiaque. Il est né dans la bourgeoisie aisée germanophone de Budapest. Ses parents étaient des bourgeois assez aisés, monde industriel. Et il va faire des études de droit, il est docteur en droit, et il va devenir journaliste dans un journal prestigieux viennois, qui a Die Neue Freie Presse. Et il va se marier avec Julie Naschauer, elle aussi issue de la bourgeoisie aisée. Et le mariage est un épouvantable échec. Il se marie en 1889, c'est un échec. Et ça, c'est important à dire. Pourquoi ? Parce que si Herzl avait vraiment réussi son mariage, je pense que son dévouement à la cause sioniste n'aurait pas été aussi complet. En fait, la cause sioniste a été son épouse. Son échec était tel, il a même pensé au divorce, mais il ne l'a pas fait parce que les conditions de l'époque, c'était pas évident. L'échec était tel qu'il est finalement, le sionisme, c'était sa véritable épouse, et il a passé tout son temps à voyager en Allemagne, en Russie, dans l'Empire ottoman, en Angleterre. Finalement, parce que d'abord on était de cette manière, il était loin de Bobonne, et puis surtout c'était vraiment son épouse. Et si vraiment il avait formé un bon couple, on peut se dire qu'il aurait été moins passionné de la cause sioniste. Quelquefois, ça tient à un peu de choses. Et chose très intéressante, la femme, donc c'est un échec complet, le mariage, sa femme est folle, hystérie complète. Elle meurt 3 ans après Herzl à l'hôpital psychiatrique de Vienne en 1907. Ils ont eu 3 enfants. 2 filles et un garçon. Là aussi, il faut voir comment ils ont grandi dans une atmosphère avec un couple vraiment s'entendant pas, une mère folle. Eh bien, les résultats sont catastrophiques. L'aînée, Pauline, était droguée, nymphomane, et au début des années 30, elle meurt d'une overdose à Bordeaux. Son frère Hans apprend la mort de sa sœur, il file à toute allure à Bordeaux, arrive dans sa chambre d'hôtel, à peine est-il arrivé dans sa chambre d'hôtel, il se suicide. Et la troisième, Margarita, qui avait un surnom, Trude, se marie avec un juif aisé, autrichien, qui s'appelait Richard Neumann. Ils ont un petit garçon, Stephen Theodor Neumann, qui est donc l'unique petit-fils de Theodor Herzl. Margarita devient folle, et elle est déportée folle au camp de Theresienstadt, elle y meurt. Quelques années, peu de temps avant d'être déporté, leur fils avait été envoyé à Londres pour ne pas subir quand même quelques contre-coups de la part des nazis. Il va s'engager dans l'armée britannique, il va même devenir capitaine. Et en 1946, l'unique petit-fils de Theodor Herzl se suicide. La famille Herzl s'est autodétruite par la folie, la drogue, les suicides. Elle n'existe pas. Le sionisme est né de ce milieu-là, de ce milieu psychologiquement complètement désaxé. Et, cerise sur le gâteau, si je puis dire, Herzl avait un seul ami, c'est un juif allemand qui s'appelait Heinrich Kahna, et Heinrich Kahna se suicide. Voilà. Quand on voit ça, on se dit, oula. Oui, ça interroge sur les fruits de leur esprit, en effet. On se dit, vous savez, c'est un peu comme la Révolution française, la République est née à la Révolution française, bon d'accord, très bien, mais quand on enferme la famille royale, ils étaient politiquement innocents, on enlève leur enfant, le petit Louis XVII, on l'insulte, on le fait boire, on le fait écrire des choses, on le fait croire, on essaie de le faire dire qu'il a couché avec sa mère, on le fait signer un papier, etc. Toutes les choses tordues, un système ne peut pas naître, politiquement ne peut pas être sain quand il vient d'un milieu aussi vicieux, les guerres de Vendée, génocide. Voilà, et bien là c'est pareil, le sionisme est né d'un milieu familial complètement tordu, et ça ne peut pas être sain. De toute façon, vous le rappelez dans votre ouvrage, le sionisme naît dans la tête d'un homme qui, cette idée germe en lui, bien sûr, il y a toujours cette idée qui est priée d'ailleurs tous les matins, ou plusieurs fois par jour, même par les juifs pieux, de ce retour à Jérusalem. Mais il faut se souvenir qu'à l'époque, il y a des juifs à Bagdad, par exemple, ou à Damas, qui sont qu'à 1 heure de train de Jérusalem et qui n'y vont jamais de leur vie. Donc c'est un motif religieux, qui est au sens où l'entendent les chrétiens, c'est-à-dire que ça n'a presque plus d'influence ça n'a presque plus cette tonalité politique qu'a profondément le judaïsme dans sa lettre, en réalité. Mais Herzl, lui,
il va tenter de réaliser un rêve impossible, qui est de créer un État dans une zone occupée par une puissance impériale musulmane, plutôt hostile à mon avis au projet, sans appui quasiment. Enfin, encore vous vous rappeliez qu'il est des appuis familiaux, mais qui étaient jusque-là, pour ainsi dire, méconnus. Enfin, ce rêve germe dans sa tête, et c'est vrai qu'il y a cet aspect très utopique, très rêveur du sionisme à ses débuts, raison pour laquelle d'ailleurs les socialistes leur répondent qu'il sera plus facile d'instaurer finalement le communisme universel que de réaliser le projet sioniste. Bon, on verra qu'il en ira tout autrement en 1947. 48 même. 48. 48. Alors, il y a une remarque à faire au sujet de Herzl. Bon, il est fascinant le bonhomme, mais il n'empêche... il y a une chose que je vais citer pour la création de l'État juif, lorsqu'il y a eu le premier congrès juif à Bâle, qui aurait dû avoir lieu à Munich, et qui ne s'est pas fait parce que les juifs de Munich s'y sont opposés, parce qu'il y a les juifs qui veulent la création de l'État d'Israël, il n'y a que Dieu pour le faire, et puis d'autres qui disent il faut forcer le destin, et nous les hommes, on va le faire. Bon. Donc la chose s'est faite à Bâle. J'ai publié le texte en allemand, l'annexe 4, écrit de la main de Herzl, et c'est traduit, où, suite à ce premier congrès de 1897, il écrit « Écoutez ceci, c'est en 1897, à Bâle, j'ai fondé l'État juif. Si je disais cela publiquement aujourd'hui, la réponse serait un éclat de rire général. Dans 5 ans peut-être, dans 50 ans sûrement, tout le monde le reconnaîtra. Et c'est pas 50 ans, c'est 51 ans. » C'est quand même extraordinaire de voir que cet homme-là a conçu cette idée et que finalement ça a vu le jour. Alors, il y a quand même une chose qu'il faut préciser, c'est que les implantations juives en Palestine avaient déjà commencé... Oui, un peu avant. En 1882, à Richon-le-Zion, et c'était Edmond de Rothschild qui payait pour le bon fonctionnement, développement de ces colonies. Et c'est très intéressant de voir... Oui, il y a un sionisme, vous le rappelez, il y a un sionisme avant le sionisme. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu la réalisation concrète on pourrait dire de colonies, oui, ou de fermes, enfin de phalanstères, pourrait-on dire, de phalanstères agricoles, etc., avant même que Herzl ne s'engage dans la cause. Exact. Ça, c'est quand même un point important, parce que c'est un point qu'il faut opposer à tous ceux qui nous racontent que le sionisme est né avec Herzl. Ce n'est pas exact. C'est faux. C'est en 1882. Et déjà, le mot sionisme, c'est même pas lui qui l'a inventé. C'est un juif autrichien qui s'appelait Nathan Birnbaum. Bon. Et le concept, donc, je rappelle, c'est un concept bimillénaire de retour à Jérusalem. Alors, en ce qui concerne Herzl et le sionisme, parmi tous les clans juifs, il y en a un qui s'oppose à lui, c'est le clan Rothschild. Et là, c'est une bagarre à mort. Alors, il y a différentes familles Rothschild, la plus importante, c'est celle de Londres, Nathan Rothschild. Et vraiment, Herzl fait tout pour essayer de rallier les Rothschild à sa cause, mais en même temps, il les déteste. Il utilise des expressions contre eux. Je ne m'amuserai pas à les écrire pour parler d'une personne, sinon je serais tout de suite attaqué. Et à un moment donné, pour décrire ces conflits entre clans juifs, il cherche à organiser une sorte de coalition de petits banquiers juifs contre les gros banquiers juifs. Et il va essayer de rallier entre eux la famille juive bancaire des Pereire en France. Ça ne va pas marcher. Lorsqu'il va essayer de mettre en place ces groupes, il va avoir en particulier une remarque extrêmement intéressante d'un banquier juif anglais qui s'appelait Montefiore, qui lui dit « Faites attention, Théodore, les Rothschild de Londres vont essayer de s'immiscer dans le projet juif et s'accaparer l'État juif à leur profit. » Alors, au début, les relations entre Theodor Herzl et Nathan de Rothschild Londres sont détestables. Mais vraiment, il a des expressions à l'égard des Rothschild. Il parle de parasites, qu'il les déteste de tout son cœur. Enfin bon, bref, c'est pas le fol amour. Déjà à l'époque, on le voit, ça transparaît à plusieurs passages des premières pages de votre livre. Il y a cette division, on pourrait dire cette lutte des classes en fait à l'intérieur de la communauté juive. Je pense que la lutte des classes est d'ailleurs beaucoup plus un phénomène juif qu'un phénomène goy. Bon, ce serait le thème d'une autre émission, mais c'était encore une de leurs inventions.
et qui nous ont surimposé à des sociétés qui étaient, à mon avis, totalement étrangères à cette notion. Grâce à l'esprit chrétien. Oui, tout à fait. Alors, en revanche, on voit qu'il y a une très vive hostilité entre le milieu dont est Théodore Herzl, qui est plutôt, vous le disiez, un milieu aisé, mais finalement de classe moyenne, on pourrait dire. Classe moyenne haute. Oui, voilà, classe moyenne supérieure. Mais là, on parle de Rothschild, on parle même d'autres. Vous parlez au tout début là d'un autre banquier qu'il a essayé d'approcher, qui lui fait des colonies en Argentine. Et qui sont le fameux baron Hirsch. Voilà, qui sont complètement sourds à ces. Enfin, d'abord, ils le prennent, je pense, un peu pour un toqué. Ils voient pas comment ça pourrait se faire en Palestine, même si Herzl. Alors, il y a deux choses. D'abord, Herzl n'est pas fermé à aider à une première implantation en Argentine, et il y a toujours cette. Je sais plus d'où vient cette citation, mais je sais qu'elle est de lui. C'est en gros cette puissante magie du nom de Jérusalem, qui de toute façon est incontournable pour tout projet sioniste. En fait, Herzl propose des pis-aller, l'Argentine, il y a l'Argentine, la Tripolitaine, l'actuelle Libye, ça on le voit lors de son entretien avec le roi d'Italie Victor Emmanuel III, l'Ouganda, le Congo, il y a même Chypre, mais en fait c'est la Palestine qui reste vraiment l'élément phare. Bon. Alors, il y a une chose qu'il faut voir à un moment donné. Et ça, on a même parlé à un moment donné de Madagascar. Alors, dans les carnets de Herzl, il n'y a pas un mot là-dessus. Il n'y a pas un mot. On y reviendra tout à l'heure. La chose a été citée peut-être ailleurs. Mais à une autre époque. Voilà, une autre époque. À une époque beaucoup plus sombre. Oui. C'est une chose qui est intéressante à propos de période sombre, ce sont les expressions de Herzl. Quand, par exemple, il dit qu'il faut mettre en place un drapeau national social, effectivement... Ça a un écho un peu curieux. Ou bien quand il dit que la création de ce foyer juif en Palestine vraiment apportera beaucoup d'éléments positifs et que cela passera, entre autres, ça passera d'une formule. C'est pas le travail, c'est pas la force par la joie, mais c'est le bonheur par le travail, une formule de ce style. Enfin bref. Puisqu'on en est aux formules, je pense que c'est un point très important, parce qu'on le voit dès les premières pages de votre ouvrage, Pierre, c'est que l'expression « question juive » n'est pas une invention des nazis. C'est lui qui utilisait. Oui, il n'est pas le seul d'ailleurs. En fait, aussi bien les sionistes que les juifs, de façon plus générale, d'autres auteurs juifs ou des antisémites, vont tous employer cette expression de solution de la question juive dans le sens de essayer de trouver une réponse à cette espèce de contradiction qu'il y a, que tout le monde ressent. Tous les milieux s'accordent là-dessus. Il y a une question juive, mais qui n'est pas la question juive entendue au sens de Jean-Paul Sartre, c'est-à-dire cette question presque psychologisante, le je te vois juif, tu es juif. Non, on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment dans une question de nature politique, communautaire. Vous vous rappelez certains textes qui parlent même d'expression de réalité nationale, et c'est en fait dans ce sens-là qu'est utilisée l'expression question juive. Mais c'est pas une invention, c'est pas la théologie, sombre théologie nazie qui a inventé ce terme. Du tout. Et d'ailleurs, je vais même citer carrément la phrase utilisée par Théodore Herzl au tout début de ses carnets, je le cite, « Je crois que j'ai trouvé la solution à la question juive, pas une solution, mais la solution, la seule, ajoute-t-il. » Il aurait pu dire la solution définitive. Il a dit la seule. Donc on n'est pas loin. On n'est pas loin. Disons qu'il y a un cousinage. Voilà. Donc, personnage fascinant. Alors, j'en reviens au Rothschild parce que là, vraiment, on sent que... en fait, c'est ça qui est frappant. Il les déteste. Il est fasciné quand même. Mais il est fasciné et il sait qu'il faut passer par eux, mais en même temps, il les rejette. Et bon. Et à un moment donné, il se dit... il utilise cette expression en français, « je suis leur bête noire ». C'est l'expression qu'il utilise. Vraiment, il se rend compte que ça passe pas. Et puis, à un moment donné, il y a un déclic avec Nathan de Rothschild. Et là, donc, les Rothschild de Londres. Et on est en 1902, il le rencontre, Herzl et Rothschild se rencontrent, et j'avoue que là, le comportement de Nathan de Rothschild, qui vraiment s'opposait violemment à Herzl, et qui tout d'un coup lui dit « Voulez-vous déjeuner avec moi et ma famille ?» Bref, il y a un moment donné, il y a un changement, une bascule, il l'accueille à bras ouverts. Et j'ai toujours pensé à cette phrase de Racine, « J'embrasse mon adversaire pour mieux l'étouffer ». La modification du comportement psychologique de Nathan Rothschild est absolument... Il y a un truc qui cloche. On dirait que après s'être opposé violemment à Herzl, il se rend compte qu'il faut travailler avec lui et, ma foi, les choses se passent apparemment très bien, mais il y a un côté
un arrière-fond qui est faux. Voilà. Et il y a surtout c'est ça qui est sidérant dans ces carnets, il y a des passages, et à un moment donné, je ferai une citation aussi sur la politique anglaise à l'égard du monde juif qui est absolument extraordinaire. Mais avant de la citer, il y a ce passage, quand je l'ai lu, j'ai reposé le bouquin, parce qu'on est en 1902, ça résume bien des choses. Herzl est donc invité à déjeuner avec Nathan de Rothschild et puis toute sa famille. Et il y a un événement extraordinaire qui se produit au cours de ce repas. Mais avant de le citer, je suis obligé, en quelques lignes, en quelques mots, de rappeler un événement historique du XVIIIe siècle. Parce que les Juifs, enfin les élites juives, ont toujours une connaissance lointaine. Les choses du passé qui se sont produites il y a 100 ans, 200 ans, 500 ans, 1000 ans, c'est comme si c'était avant-hier. Bon. Oui, tout est contemporain pour eux. Voilà. Tout est contemporain. Et l'événement, fin XVIIIe siècle, j'en ai parlé entre autres dans l'Archive mondialisme, c'est la famille de Hesse-Cassel, Charles et Guillaume de Hesse-Cassel. Charles de Hesse-Cassel qui prend la suite des frères asiatiques fondés par Moses de Brusca, Junius Frey, petit cousin de Jacques Franck, lui-même qui a eu comme parrain Auguste III de Pologne, lui-même grand-père de Louis XVI. Vous voyez toutes les ramifications politiques, spirituelles et financières. Donc Charles de Hesse-Cassel qui prend la suite donc de Moses de Brusca, Junius Frey, et Charles de Hesse-Cassel, qui a un frère, Guillaume de Hesse-Cassel, qui a la plus grande fortune d'Allemagne. Et au moment de l'occupation napoléonienne, Guillaume de Hesse-Cassel s'enfuit à Londres et il va laisser sa fortune gérée par Mayer, Amschel Rothschild. Et le fondateur de la dynastie. Voilà, mais fondateur grâce à Guillaume de Hesse-Cassel, qui lui dit, si vous arrivez à sauver ma fortune, les dividendes, c'est pour vous. Et Mayer Amschel réussit, et donc les dividendes font qu'il a un matelas financier qui lui permet ensuite d'aider ses enfants, les fameux 5 fils Rothschild, et c'est la grande aventure Rothschild durant tout le 19e siècle et bien après. On revient à notre déjeuner. Juillet 1902, il passe à table, et au-dessus de la grande table, il y a un grand portrait de Guillaume de Hesse-Cassel. Et il y a un des représentants Rothschild qui dit à Theodor Herzl, vous voyez ce portrait de Guillaume Cassel, il a travaillé avec notre arrière-grand-père Mayer Amschel. Leur collaboration a été fructueuse, et tellement fructueuse que si cela n'avait pas marché, eh bien, nous ne serions pas assis ensemble en train de déjeuner. Donc on voit que ces gens-là, ils ont parfaitement... ils savent d'où ils viennent et ils savent exactement qu'il y a eu un événement prodigieux dans leur vie. Guillaume de Hesse-Cassel, lié à son frère Charles de Hesse-Cassel, lié au milieu de la Scala, des frères asiatiques. Et donc, ce portrait, il décore, si je puis dire, la salle à manger. Et Herzl raconte cette anecdote, mais parce que je connaissais l'arrière-fond, j'ai compris toute l'importance de cette apparente anecdote qui, en fait, montre une étape dans l'eschatologie, messianisme juif. Voilà. Passionnant. Merci Pierre Hilard. Je rappelle les références de votre livre, Sionisme et mondialisme. Le sionisme de ses origines au Troisième Reich, 1895-1941, aux éditions Nouvelle Terre, pour 25 € seulement, pour un bon kilo de papier, 500 pages. Alors, il faut rassurer le lecteur, il y a comme pour les précédents ouvrages, une importante partie qui est consacrée aux annexes. Oui. Donc, il y a à la fois les documents originaux, les traductions, des unes de journaux en allemand, des documents... Voilà, tout est... Parce qu'en fait... Tout est à la fois disponible à la fois dans le document original, oui. Parce que vous le signalez, il y a certaines pièces qui sont importantes de ce dossier, mais qui, en fait, circulent sur Internet, mais qui sont des faux. Ou qui ont été falsifiés partiellement. Et donc, vous avez jugé... l'annexe 1 en particulier. Voilà, vous avez jugé utile de reproduire donc ces annexes. La Judée déclare la guerre à l'Allemagne. Parce qu'en fait, le bouquin, les 280 pages de rédaction, et la première moitié, c'est une super note de synthèse et carnet complet. La deuxième partie, ce sont les relations entre nazis et sionistes, avec évidemment un élément de soudure entre les deux. Et on va y venir tout de suite, d'ailleurs, parce qu'on va commencer la deuxième partie de notre émission. Mais voilà, juste pour signaler à nos auditeurs qu'il y a, c'est peut-être un des points les plus importants des derniers travaux de Pierre Hilard, c'est d'avoir rendu disponible au grand public des documents d'une importance absolument capitale pour comprendre l'histoire contemporaine. Je pense en particulier à ce mémoire dont on a déjà discuté ici, sur la politique des minorités au lendemain de la Première Guerre mondiale. Nathan Feinberg. Voilà, de Nathan Feinberg, que vous avez eu la gentillesse de me communiquer il y a des années de ça, sous format photocopié. Mais ça permet de comprendre tout un ensemble de choses qui nous a amené, je le disais en introduction de notre émission, jusqu'à la politique des minorités encore en cours dans l'Union européenne.
Parce qu'en fait, c'est le modèle, hein, c'est le modèle qui a servi En lien avec le noachisme. en lien avec le noachisme. Et en fait, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que pour se protéger, d'ailleurs, c'est tout à fait le sens des dernières opérations, la Black Lives Matter, c'est-à-dire pour se protéger, la communauté de lumière utilise les autres communautés pour se noyer, pour être une communauté parmi d'autres, dans une société multiculturelle, multiethnique, afin de ne pas être accusé d'être l'auteur de ce changement politique et social. Pierre Hillard. J'ajoute un élément, et c'est une citation que j'y tiens beaucoup. Disiez tout à l'heure que Herzl jonglait entre le monde allemand et le monde anglais avec ses impératifs économiques, militaires, stratégiques. Et à un moment donné, il y a ce passage que j'ai mis en caractère gras, et là je vais le citer, ça fait une quinzaine de lignes, où il s'adresse aux autorités anglaises et il essaie d'avoir les Anglais dans sa poche. Et écoutez la modernité des propos de Herzl. Je cite Herzl. Il y a, selon une estimation prudente, 10 millions de Juifs dans le monde entier. Il ne leur sera pas partout permis de porter ouvertement les couleurs de l'Angleterre, mais ils porteront tous l'Angleterre dans leur cœur si, par un tel acte, la reconnaissance d'un foyer juif, ce pays devient la puissance protectrice du peuple juif. D'un coup, l'Angleterre obtiendra 10 millions de sujets actifs et discrets, mais loyaux dans tous les domaines de la vie et dans le monde. Les Juifs vendent des aiguilles et du fil dans beaucoup de petits villages de l'Est, mais sont aussi d'importants marchands, industriels, agents de change, savants et artistes, et journalistes, et tant d'autres choses. Dès le signal donné, ils se placeront tous de même au service de la généreuse nation qui leur a apporté l'aide si longuement désirée. L'Angleterre obtiendra 10 millions d'agents pour sa grandeur et son influence. Et l'impact de ce genre de choses se répand habituellement de la politique à l'économie. Ce n'est sûrement pas une exagération de dire que le juif achètera et propagera plus facilement les produits d'un pays qui a apporté un bienfait au peuple juif que ceux d'un pays dans lequel les juifs sont maltraités. Puisse le gouvernement anglais reconnaître l'intérêt qu'il y a à gagner à sa cause, le peuple juif. Oui, c'est absolument fou d'actualité en réalité sur la façon dont les choses sont organisées. C'est en caractère gras parce que vraiment j'ai voulu que ça ressorte. Il y a une petite exergue que vous avez mis en introduction de votre ouvrage qui reprend les propos que vous disiez tout à l'heure, Pierre, concernant les millions de vies sacrifiées inutilement dans la guerre de 14-18. La guerre, c'est le massacre des gens qui ne se connaissent pas au profit des gens qui se connaissent et ne se massacrent pas. Paul Valéry. En effet, c'est tout à fait ce que me disaient à la fois mon père et mon grand-père dans des styles très différents. Parlant de la guerre 14-18, ils me disaient que c'était le fait de gens qui dînaient à la même table et qui réglaient leur compte finalement par proxy, par paysans interposés, les paysans de préférence. Le peuple, voilà. Qui a été la victime. Voilà. J'ajouterai un petit élément aussi. Les victimes sont aussi les juifs d'origine modeste. Parce que lorsqu'on étudie Herzl, puis ensuite, quand on va voir les relations entre nazis et sionistes, ce sont les juifs d'origine sociale modeste qui en ont ramassé plein la gueule. Ça, il faut le dire aussi. Lorsque vous avez entre la famille Warburg qui traite avec les nazis, elle n'a pas été enquiquinée. Et d'autres grandes familles juives aisées n'ont pas été enquiquinées. Là, il faut dire aussi que le petit peuple juif, il en a ramassé aussi plein la figure. Oui, c'est vrai, on va le dire en deuxième partie d'émission. Merci pour cette remarque presque finale. On écoute une petite pause musicale choisie par Pierre Hillard. C'est le rappel des oiseaux de Rameau. Le rappel des oiseaux de Rameau. Interprété par Gilles.
On se retrouve pour cette deuxième partie d'émission, votre magazine Pourquoi tant de haine avec Pierre Hillard pour la sortie de son livre Sionisme et mondialisme, le sionisme et ses origines au Troisième Reich, aux éditions Nouvelle Terre. Alors, la deuxième partie de votre ouvrage, Pierre, porte sur les relations entre ce courant nouveau, ce sionisme, même si encore une fois, je le répète, il prend ses racines dans le projet judaïque millénaire. Il est une sorte de retraduction dans le monde moderne, après les Lumières juives, après la Haskalah, de ce projet, en fait, de retour en Palestine, de retour à Jérusalem, dans le but de hâter, de provoquer la réalisation des promesses messianiques, donc à la fois le retour du Messie, mais surtout la réalisation d'un monde unifié, universalisé, dont les Juifs sont appelés à être une sorte de race de prêtres, le peuple prêtre, et évidemment à le diriger, le contrôler dans une espèce de théocratie centrée sur la capitale de Jérusalem, donc avec Jérusalem pour capitale, et le temple reconstruit. Voilà, c'est un peu ça le schéma. Et chaque courant juif important, le socialisme, va prendre à chaque fois une partie de ce programme pour tenter de le réaliser selon d'autres aspirations. Par exemple, il n'y a pas d'attente religieuse à proprement parler, au sens où il y aurait une figure divine, un messie, etc. Mais c'est une sorte de messianisme, de religion dégradée dans une religion horizontale, dans une religion mondaine, qu'est le socialisme, par la réalisation quand même d'une sorte d'Éden paradisiaque dans un avenir promis radieux. Toujours le paradis terrestre chez eux. Toujours l'idée du paradis terrestre. D'ailleurs, le paradis des origines est sur Terre, et on peut dire les destinées surnaturelles sont pour ainsi dire absentes de la littérature juive. Il n'y a pas vraiment de destinée de l'âme. Il y a en revanche, on pourrait dire un peu à la façon des Grecs, une métempsychose, un voyage de l'âme d'un corps à un autre, ce qui explique par exemple qu'un personnage comme Jacob Frank a pu se réclamer être la réincarnation du Messie, du faux Messie Sabbatai Tzvi. Donc il y a une très grande méconnaissance en fait dans les milieux occidentaux, même dans les milieux chrétiens, et parfois même dans les milieux musulmans, une très grande méconnaissance en fait de ce qu'est vraiment le judaïsme. On a tendance à supposer que la religion des autres ressemble à la sienne, surtout quand on la pratique pas. On s'imagine que les Juifs croient aussi, comme nous, à la résurrection de la chair, ou à la vie du monde à venir, comme dit le credo. Il n'en est rien. Ils ne croient pas du tout à tout cela. Ils ne croient pas non plus que Jésus est un prophète, à la façon des musulmans. C'est tout le contraire. Ils pensent que Jésus est un faux messie, qui est un faux prophète, qui était une sorte de sorcier, qui était le fils d'une prostituée. C'est ainsi qu'ils parlent de lui dans leur livre saint, dans le Talmud. Et même en pire. Et même pire, voilà, je vais pas trop m'étendre, je renvoie les auditeurs qui souhaitent en savoir un peu plus à mon émission Les dossiers de Monsieur K sur le Talmud dévoilé, tiré des travaux de l'ancien rabbin converti au christianisme et devenu prêtre, le révérend Pranaïtis, qui était autorisé à parler de ces choses puisqu'il a travaillé sur le Talmud, il en a même donné une traduction en langue russe, je crois, au tournant du 19e siècle, donc autour de 1890, les mêmes dates à peu près. Il a mal fini, je crois. Oui, il a très mal fini puisque les bolcheviks ont mis la main dessus et il a été assassiné. Les bolcheviks, qui donc de toute façon sont une entreprise kabbalistique, pour pas dire plus. Alors, Pierre, en venons-en à la deuxième partie de votre ouvrage, Sionisme et mondialisme, sur ces relations entre ce nouveau courant, le sionisme et le nazisme. Alors, la Vulgate, ce qu'on nous a appris au lycée, ce qu'on a même appris parfois au collège, c'est que le nazisme est antisémite et que donc il ne peut évidemment trouver aucun terrain d'accord avec quelque courant juif que ce soit. Est-ce que cette image que beaucoup de personnes du grand public se font est exacte? Alors, une chose est sûre, évidemment, le nazisme défendait tout ce qui est pureté du sang allemand, etc., et défense des caractéristiques du peuple germanique. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que le sionisme défendait les mêmes critères de pureté de sang et de préservation des caractéristiques juives, mais à la sauce juive. Et donc, vous voulez dire que les deux courants, en fait, étaient contre, on pourrait dire, l'assimilation? Ah, plutôt, oui. Ça fait déjà un premier point commun. En fait, d'abord, il faut dire que le sionisme allemand, parce qu'en fait, ça vient du monde germanique, le sionisme est une chose en Allemagne qui touche peu de personnes. Les juifs allemands se considéraient comme des juifs issus de la Scala, participant à la vie politique, économique, à la vie nationale, on peut dire. À la vie nationale. Voilà. Simplement, ils gardaient leurs caractéristiques juives dans leur vie privée. C'est le principe de la Scala. Donc, le milieu juif allemand, sioniste,
est un monde minoritaire. Et lorsque ces différents clans juifs, qui soient sionistes et non sionistes, vont rencontrer d'ailleurs pour la première fois en mars 1933 Göring, au début, s'intéresse surtout aux juifs de la Scala, puisque les sionistes allemands ne représentent que 2% à peu près de la population allemande. C'est-à-dire rien du tout. Rien. C'est un courant presque invisible, pour ainsi dire. Ultra minoritaire. Et c'est lorsque Göring se rend compte que les juifs allemands de la Scala, pour eux, leur avenir, c'est l'Allemagne, point barre, qu'il n'y a pas de représentation juive mondiale, une autorité suprême juive. Ils ont des contacts, certes, évidemment, avec des organisations juives dans le monde, mais il n'y a pas une entité mondiale supérieure encadrant les mouvements juifs allemands. Au contraire, ce qu'on disait en début d'émission, c'est que ce qui prévaut, c'est une très très large assimilation de la bourgeoisie juive. Elle participe à la vie nationale, à la vie économique, à la vie culturelle. Elle a même des positions, on pourrait dire des positions clés. Je veux dire, ils sont littéralement, il ne peut pas y avoir vraiment d'opéra, de théâtre, enfin tout un ensemble d'activités culturelles comme ça. Tout ce monde ne s'imagine pas se retrancher de sa vie. La communauté juive qui en fait vit assez harmonieusement finalement, même si après les crises, les excès, les abus, la vie facile de certains juifs aisés va évidemment scandaliser les Allemands. Et puis il y a ces aspirations nouvelles aussi, on l'a dit, à une sorte de séparatisme d'une partie, sans entrer encore dans le sionisme, une partie du judaïsme allemand veut une vie nationale à lui, c'est-à-dire qu'on reconnaisse son caractère juif dans la vie publique. Or ça, c'est vrai que le nationalisme moderne a beaucoup de difficultés en fait avec la pluralité. Ce n'est pas une spécificité juive, dites-vous. Les Baltes, les Danois, toutes les minorités en fait qui résident dans l'Allemagne du Reich, donc du Deuxième Reich là, ont beaucoup de mal à faire valoir leur vie nationale à elles aussi. Oui. Et donc, ces juifs sionistes vont finalement défendre des prérogatives et en particulier s'appuyer sur les résultats du traité de Versailles. Et la thèse de Nathan Feinberg le montre très bien, la défense des caractéristiques d'un groupe. Et les juifs sionistes disent, nous sommes une minorité. Comme les autres. Donc, nous avons le droit à une protection à l'emploi de la langue hébraïque dans tous les domaines, que ce soit l'école, le cinéma, etc., etc. Et donc, il faut préserver ces caractéristiques et en particulier s'opposer au mariage avec des non-juifs. Et d'ailleurs, ils le disent de manière très nette. Je cite par exemple le fameux rapport publié par la Fédération sioniste allemande en juin 1933, qui a été quand même adressé à Adolf Hitler, il faut quand même le dire, et puisque j'ai quand même mis le document, et c'est, comment il s'appelle, Edwin Blake qui le dit en particulier. Je cite donc la Fédération sioniste allemande en juin 1933. Nous voulons insérer notre communauté dans la configuration globale sur le sol du nouvel État qui a mis en place le principe des races, afin qu'il nous soit également possible d'avoir une activité fructueuse pour la patrie dans la sphère qui nous est attribuée. Nous croyons que c'est justement la Nouvelle-Allemagne qui, grâce à une décision audacieuse quant au traitement de la question juive, peut faire un pas décisif pour surmonter un problème qui, en réalité, doit être traité par la plupart des peuples européens, même par ceux qui nient aujourd'hui, dans leur prise de position sur la politique extérieure, l'existence d'un tel problème dans leur propre rang. Et il y a cet ajout de la Fédération sioniste allemande à l'égard du peuple allemand, donc dans ce mémorandum de juin 1933, notre engagement pour la notion de peuple juif établit un rapport sain et honnête avec le peuple allemand et sa situation nationale et raciale. C'est justement parce que nous ne souhaitons pas falsifier ce fondement, parce que nous sommes, nous aussi, contre les mariages mixtes et pour le maintien de la pureté de nature juive et refusons les transgressions dans le domaine culturel, que nous pouvons alors, que nous avons été élevés dans la langue et la culture allemande, participer avec admiration et empathie aux œuvres et valeurs de la culture allemande. Donc ça, c'est juin 1933. Il va de soi que lorsqu'il y a eu les lois de Nuremberg du 15 septembre 1935, je me suis empressé de lire le Jüdische Rundschau, qui est donc le journal sioniste allemand, l'édition du 17 septembre 1935. J'ai mis l'original en allemand, entièrement traduit en français, et les lois de Nuremberg de septembre 1935 sont accueillis. Eh bien, avec un cri de joie. Ils sont pas contre.
Ils reconnaissent les avantages de ces lois en disant, écoutez, puisque vous reconnaissez la protection du peuple allemand contre les mariages mixtes, nous aussi, on est pour, et on est prêt à collaborer, et c'est vraiment une entente véritable. Je voudrais être tout à fait clair qu'il ne s'agit pas ici de faire la promotion des lois de Nuremberg, mais bien au contraire de montrer les contradictions de la doxa dominante sur ces sujets qui ne vont jamais en fait au bout du sujet. Et la doxa se refuse à aller dans le détail parce que les détails, c'est toujours aller dans les coins de l'exactitude. Ce qui amènerait évidemment tout le monde à réviser, oui, je dis bien réviser son histoire, parce que les choses sont toujours un peu plus compliquées qu'on veut bien nous le dire. On l'a déjà vu tout à l'heure sur l'expression question juive, qui n'est pas une invention du nazisme. De la même manière, les lois de Nuremberg sont beaucoup plus inspirées des lois talmudiques que de toute autre source, en réalité. Eh oui. Même la dimension raciale, la notion de race, telle qu'entendue par les milieux nationalistes allemands, en particulier par les milieux antisémites allemands, n'a de plus proche parent que la vision que les Juifs entretiennent eux-mêmes sur les notions de race. Écoutez, c'est simple. Vous avez eu le fameux congressionniste d'août 1935, donc tout juste avant la proclamation des lois de Nuremberg. Et lorsque vous avez eu ces lois de Nuremberg du 15 septembre 1935, le Jüdische Rundschau du 17 septembre 1935 écrit ceci, je le cite. Le congressionniste international vient de se tenir en Suisse. Donc c'était à Lucerne du 20 août au 4 septembre 1935. Congrès au cours duquel il a été également très clairement mis fin au bavardage prétendant que la judéité n'était qu'une religion. Les intervenants du Congrès ont constaté que les Juifs sont un peuple en soi et que les prétentions de peuple de la judéité sont de nouveau exprimées. L'Allemagne n'a fait qu'en tirer les conséquences pratiques et accède aux demandes du Congrès sioniste international. Je vais répéter la phrase parce qu'il parle de l'Allemagne nazie, d'Adolf Hitler. L'Allemagne n'a fait qu'en tirer les conséquences pratiques et accède aux demandes du Congrès sioniste international lorsqu'elle fait des Juifs vivant aujourd'hui en Allemagne une minorité nationale. Le fait que la judéité est taxée de minorité nationale rend possible le rétablissement de relations normales entre la germanité et la judéité. La minorité juive d'Allemagne a désormais le droit, grâce aux nouvelles lois, de vivre sa propre vie culturelle, sa propre vie de peuple. Et on peut rajouter ce petit élément toujours du Jüdische Rundschau du 17 septembre 1935. Le fait que l'Allemagne, donc nazie, donne à la minorité juive l'occasion de vivre sa propre vie et accorde à cette vie propre de la minorité juive la protection de l'État, favorise l'évolution de la judéité au statut de peuple et participe à rendre de nouveau le rapport entre de nombreuses nations plus supportable. Oui, on est très loin des cours de lycée, très caricaturaux, très manichéens. Je peux vous dire que lorsque je suis tombé sur les journaux, le Jüdische Rundschau, donc qui est un journal qui est paru en 1902, le premier numéro de 1902, et le dernier numéro, c'est 1938, il a été fermé suite à la Nuit de Cristal. Et je précise après que les sionistes ont continué, malgré la Nuit de Cristal, à collaborer avec les Juifs, avec les nazis, puisque cette collaboration, c'est ce que j'ai pu montrer, s'est terminée en avril 1941, puisque l'agent juif, au siège était en Palestine, avait une succursale à Berlin qui a fermé en avril 1941. Donc, en fait, moi, ce que je voulais voir dans le Jüdische Rundschau, c'était vraiment le compte rendu, l'opinion des sionistes allemands des lois de Nuremberg. Vous avez entendu, j'ai cité les passages clés, ils ne sont pas contre. Oui, ils ne sont pas contre. Il va y avoir une collaboration entre le sionisme et... Parce que là, on pourrait parler, en fait, concernant cette page-là, concernant la vie nationale juive à l'intérieur de la nation allemande, on pourrait parler de séparatisme, de partition presque, de partition culturelle au moins. Presque une autonomie politique. C'est ça. À un moment donné, il y a un des représentants juifs sionistes allemands qui s'appelait Kurt Blumenfeld qui disait que s'ils devenaient assez nombreux, ils pourraient obtenir une forme d'autonomie politique au sein de l'Allemagne. Une sorte de citoyenneté à eux, enfin, en fait, une citoyenneté un État dans l'État. Articulée, un État dans l'État. Ce sont des discussions qui ne datent pas d'hier, ce sont des discussions qui avaient cours dans les nations, en particulier de la Mitteleuropa, donc Allemagne et Europe centrale, et parfois même en Europe de l'Est, concernant la situation des minorités de façon générale, on l'a déjà évoqué, mais la situation aussi des minorités juives parce que elles sont là de date ancienne, elles sont aussi présentes dans beaucoup d'autres pays
ce qui n'est pas forcément le cas des Moraves ou des Danois ou des Baltes. Ce que je veux dire, c'est que les Juifs étaient regardés finalement comme une minorité parmi d'autres, peut-être pas comme les autres, mais en tout cas parmi d'autres, et chacun cherchait des solutions aux problèmes des minorités. On le sait, c'était aussi un problème qui remettait en question la souveraineté même des nations, leurs frontières, puisque ces minorités étaient souvent des minorités nationales de voisins, pas toujours enclins à respecter vos frontières. Je pense là, par exemple, à tout ce qui est traité du Trianon, etc. Bon, ça nous emmènerait trop loin, mais cette question des minorités va empoisonner en fait la vie internationale européenne dans toutes ces années. On cherche des réponses. On cherche à résoudre ces questions des minorités. La question juive, je le répète, n'est pas une invention des nazis. La question juive, chacun fait finalement des propositions pour essayer de la résoudre, mais les nazis à l'époque ne sont pas des ogres. Ils cherchent eux aussi à résoudre ces questions, et ils sont regardés avec plutôt un regard favorable par les sionistes. C'est ce point-là que nous voulions établir aujourd'hui en parlant de cette deuxième partie de votre ouvrage Sionisme et mondialisme. Mais là, des faits. Voilà, ce sont des faits. Mais ça, c'est vraiment pour ce qui concerne la vie nationale juive en Europe centrale et orientale. Il y a un deuxième volet, j'ai envie de dire, à ces relations du sionisme et du nazisme, du Troisième Reich, c'est la question de la Palestine cette fois. Parce qu'il y a à la fois donc la vie nationale d'un côté, et puis la question de l'aide que recherchent les milieux sionistes auprès des autorités du Reich afin d'établir une colonie, un foyer juif national en Palestine. Il va y avoir plusieurs aspects à cette collaboration. Collaboration de nature politique, collaboration de nature économique, et parfois même, on pourrait dire, de nature militaire, paradiplomatique. Oui, militaire, service de renseignement. Service de renseignement, c'est ça que j'entendais. Voilà. Alors, avec la fameuse Haganah. Alors, il y a une chose, on va faire une soudure avec ce qu'on disait tout à l'heure sur Herzl, et à partir de 1933, avec l'arrivée d'Hitler, donc 30 janvier 1933, et avec le fameux accord de transfert, la Havara, d'août 1933. Entre les deux, que certains ont appelé le pacte germano-sioniste. Oui. Alors, il faut déjà rappeler que les premiers jalons avaient été posés en 1917 avec la déclaration Balfour, qui reconnaissait donc, c'est le gouvernement britannique qui reconnaissait l'existence d'un foyer juif en Palestine. Alors déjà, il faut rappeler que Arthur James Balfour n'est pas le véritable auteur, c'est Alfred Milner, le fils spirituel de Cecil Rhodes, lui-même, qui travaille avec les Rothschild de Londres. Bon, donc on voit le cousinage. Oui, on se souvient d'ailleurs, c'est un détail, mais c'est peut-être intéressant de le rappeler, que Herzl lui-même s'était rapproché de Cecil Rhodes afin de créer une compagnie à Chartres en Palestine, décalquée en fait de ce qui va devenir ensuite l'Afrique du Sud, Rhodésie. Exactement, c'est d'ailleurs ce qu'il raconte dans ses carnets, mais Rhodes meurt rapidement d'un cancer. Alors, pourquoi il faut parler du foyer juif en Palestine ? Parce que dès que la Première Guerre mondiale est terminée, vous allez avoir à partir de 1920 un haut commissaire britannique pour diriger ce fameux foyer juif en Palestine, qui est reconnu par la SDN, Société des Nations, à partir de 1922. Et pourquoi il faut faire cette connexion avec Herzl ? Le premier haut commissaire britannique était un juif qui s'appelait Herbert Samuel, qui était le neveu du banquier juif Montagu, Samuel Montagu, qui avait travaillé avec Herzl. Donc c'est très intéressant de voir une sorte de passation de pouvoir. Finalement, le premier haut-commissaire britannique juif anglais, Herbert Samuel, et le petit-fils, le fils spirituel de Theodor Herzl, en passant par son oncle, le banquier Montagu. Donc on voit, ça y est, ça travaille en famille. Voilà, ça travaille en qu'a lancé Herzl, il est mort en 1904, ça y est, ça s'officialise. Le feu de cheminée, il est lancé, il n'y a plus qu'à nourrir, à mettre du bois, bon, bref. Donc, il y a eu la crise de 29, il y a eu des événements de ce style qui vraiment bouleversent l'Allemagne, et l'économie allemande prend une claque, et cela se traduit par des Allemands qui souffrent véritablement et qui crèvent de faim. Qui souffrent terriblement et qui, justement, commencent, les contradictions de la nation allemande commencent à craquer, et l'une des premières contradictions visibles par tous, c'est cette vie juive qui jadis était, on va dire, en symbiose avec la vie allemande, commence à devenir comme un corps étranger. Surtout que progresse de plus en plus cette façon de faire un peu séparatiste, ce séparatisme nouveau. Se distingue. Se distingue, il devient apparent, et évidemment, lorsqu'il y a des crises, il n'y a rien de plus commode que de chercher des responsables. Il faut le reconnaître volontiers. Voilà. C'est vrai aussi. Et donc, vous allez avoir, à partir donc de l'arrivée d'Hitler, une prise de conscience de la part des nazis que les sionistes ultra minoritaires défendent des principes qui sont
alors, je vais choisir mes mots. Qui sont intéressants pour le Reich, en tout cas. Oui, parce que ils ne se choquent pas d'un point de vue, ils veulent protéger leur sang contre un mariage mixte, etc. Nous aussi, disent les nazis. Et ils proposent une solution à la question juive. Puisque les nazis veulent se débarrasser des juifs, et ces sionistes, ils veulent que ces juifs quittent l'Allemagne et s'installent en Palestine. Donc, il y a un terrain d'entente. Et ce terrain d'entente est d'autant plus important que les nazis, c'est Göring en mars 1933, se rend compte que la fédération sioniste allemande est chapeautée par une organisation sioniste mondiale qui a son siège à Londres. Donc, c'est entendu la Cité de Londres. Donc, l'Empire britannique et les États-Unis à côté. Donc, les autorités nazies comprennent qu'il faut traiter avec la minorité juive sioniste et non pas avec les importantes représentations juives de la Haskalah qui sont certes numériquement importantes, mais sont restées dans le cadre national et non pas mondial. Oui, en fait, ce sont les autorités. La Haskalah, c'est plutôt, même si ça se confond pas parfaitement, mais ce qu'on appelle aussi la Gola, c'est-à-dire la diaspora. La diaspora qui, elle, n'a absolument aucun projet d'émigrer en Palestine pour vivre au milieu d'un désert, qui vit très bien dans le luxe de New York, Londres, Paris, Melbourne, et qui n'a pas du tout pour projet de réaliser son alia, comme on dit. Et c'est vrai que les nazis vont identifier en fait des partenaires dans ces sionistes, certes ultra-minoritaires. Mais c'est le terme exact utilisé par le Jüdische Rundschau en 1933, Verhandlungspartner, des partenaires de négociation. D'ailleurs, j'ai mis la référence d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir des objets qui vont être édités pour commémorer plusieurs étapes de cette collaboration. Vous avez mis en couverture de votre livre, d'ailleurs, une médaille là, c'est Der Angriff, donc le journal dans lequel écrivait principalement Goebbels, le ministre de la propagande. Mais il va y avoir d'autres médailles commémorant ces différentes étapes de ce pacte germano-sioniste. Alors, je tiens à préciser que cette médaille commémorative, qui représente d'un côté, donc qui est sortie en 1934, qui a été frappée par l'instigation de Goebbels, en fait, c'est suite au voyage d'un SS, en lien avec d'ailleurs un sioniste en Palestine, accompagnant leurs épouses, et ce SS avait été ravi de ce voyage, et puis il a fait raconter, écrit à peu près une douzaine d'articles dans le journal Der Angriff. Et suite à cela, donc Goebbels a frappé cette médaille commémorative avec d'un côté l'étoile de David, un Nazi fährt nach Palästina, un Nazi se rend en voyage, c'est ça, en Palestine, et il le raconte de l'autre côté avec la croix gammée, il le raconte dans l'Angriff, qui était donc le journal de Joseph Goebbels. Et j'ai mis évidemment le lien pour authentifier cette pièce commémorative. C'est un centre numismatique. On peut acheter ces pièces sans problème, des pièces anglaises, allemandes, italiennes. Et pour les pièces allemandes, vous avez les pièces du Saint-Empire romain germanique, du Deuxième Reich, de la République de Weimar, et les pièces aussi du Troisième Reich, et entre autres cette médaille commémorative. Donc pour montrer que c'est un truc tout à fait authentique, officiel. Alors, très intéressant de voir aussi le comportement des sionistes dans cette histoire, et j'ai mis d'ailleurs l'original en allemand et traduit en français. Lorsque vous avez eu les premières mesures antisémites en février-mars 1933 en Allemagne, avec la fameuse étoile de David peinte sur les vitrines, puis Allemands n'achètent pas chez les Juifs, eh bien vous avez eu les autorités sionistes qui ont publié dans leur édition du 4 avril 1933, dans le Jüdische Rundschau, ce fameux article avec ce titre « Tragt ihn mit Stolz den gelben Fleck », portez-la donc avec fierté, cette marque jaune, où en gros ils disent qu'il n'y a pas à rougir de l'étoile de David. Ils le mettent à l'honneur Theodor Herzl et ils disent il faut finalement... Il faut aller dans cette direction, quoi. Et oui. Dans une direction de séparatisme d'une part et d'émigration en Palestine de l'autre. Et surtout, ça je l'ai précisé dans la première partie, Theodor Herzl a écrit noir sur blanc « Les antisémites nous aideront pour cette politique migratoire en direction à la Palestine ». Ça, j'ai mis le document, la citation avec la référence exacte. Donc, en fait, les sionistes allemands, ils saisissent la balle au bond, ils sont en face des antisémites, vous voulez qu'on dégage, nous on est tout à fait pour, simplement il va falloir s'entendre, un arrangement, et ça va être le fameux accord de la Havara, accord de transfert, de transfert de août 33, alors qu'il y a d'abord un accord oral le 7 août 33 et qui aboutit le 28 août 1933 à la publication, l'équivalent du journal officiel allemand, du décret 54-33, qui vraiment pose les conditions
pour mettre en place, avec des arrangements économiques, financiers. Alors j'explique tout ça. D'abord, j'ai expliqué comment toutes les relations avec les moments de tension entre d'un côté les nazis et de l'autre côté les sionistes, et les tensions internes entre sionistes, où là, alors là, c'est du gratiné, avec Sam Cohen, avec Chaim Arlosoroff, qui auparavant avait eu dans ses années de jeunesse, une petite amie qui s'appelait Magda Friedländer, et puis le patron de l'organisation sioniste de Berlin, qui s'appelait George Landauer, qui disait, il faudrait peut-être revenir revoir cette petite amie, qui, entre-temps, s'était mariée, il s'appelait Magda Goebbels. Voilà. Et Arlosoroff a refusé. Bon, il a été assassiné en fin juin 1933. Enfin bref, ce sont des bagarres épouvantables qui aboutissent. Alors j'explique tout ça, vraiment je vais très vite. Tout ça c'est très détaillé, mais ça aboutit quand même au 33 à l'accord à la Vara, et le fameux décret 54-33, publié l'équivalent du journal officiel allemand le 28 août, et qui est publié dans le Jüdische Rundschau début septembre 33, et j'ai mis l'original en allemand parce que je me suis dit peut-être certains la fameuse Chutzpah serait capable de dire oui, les nazis ont publié ça, mais nous, sionistes, on n'était pas au courant, ou bien on était contre. Non, ils ont publié exactement le même document dans leur journal, donc qui prouve qu'ils étaient parfaitement au courant, et surtout qu'ils étaient parfaitement acquis à cette politique. D'ailleurs, c'est ce que j'ai montré, ils étaient acquis à cette politique, parce que ça y est, c'était la possibilité de mettre sur pied l'idéal voulu par Theodor Herzl. Et donc, il va avoir la mise en place de camps de formation en Allemagne, il y en aura plus d'une quarantaine, pour former des juifs allemands aux travaux agricoles, dans le domaine de l'artisanat ou horticole, et ces juifs allemands munis d'un certificat pourront, et vraiment c'était très sérieux, pourront quitter l'Allemagne et s'installer en Palestine, qu'après avoir reçu cette formation. Et ce que je montre avec les pièces d'archives, il n'y a qu'à lire. Ce côté-là, c'est comme un puzzle, on réunit les différents morceaux de puzzle, on a le paysage, et ces documents montrent bien qu'on a eu, grâce à cet accord qui s'est terminé qu'en avril 1941, la mise en place d'un embryon de corps économique juif en Palestine qui a permis le lancement de l'État d'Israël en 1948. Ça, il n'y a pas photo. Leur avance, il faut qu'on s'achemine vers cette date de 1941. Mais d'abord, il y a quand même une divergence à un moment donné entre les milieux sionistes et les milieux nazis. C'est sur la population qui va être autorisée à partir. Les juifs sionistes, la plupart, sauf ceux qui sont un peu socialisants, parce que tout ça, ce sont des confluences en plus. Il y a les socialistes et puis les antisocialistes parmi les sionistes. Bon, entre les Jabotinsky, Ben Gourion, Mapai et compagnie. C'est là aussi, c'est une foire d'empoigne. Quand on vous lit, on finit par tout remettre dans les cases. Il a fallu dénouer des nœuds. Quelquefois, pour faire un paragraphe, il faut dénouer des nœuds avant. Ouais. Voilà, c'est épouvantable. Alors, mais quand même, au global, il y a une divergence entre sur la qualité démographique de ceux qui doivent se rendre en Palestine. Pour l'essentiel, les sionistes veulent une population de qualité. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Des ingénieurs, des ouvriers qualifiés, des paysans qualifiés, vous le disiez à l'instant. Ils veulent des capitalistes, ils veulent qu'il y ait des moyens, ils veulent des industriels, ils veulent des ingénieurs, ils veulent l'élite. Ils veulent pas ramasser la misère du Chétel, ils veulent pas ramasser les ghettos de Pologne, pour être très clair. Ils sont élitistes. Ils sont élitistes. Les Allemands, eux, plus on s'achemine vers la guerre, et même une fois la guerre entamée, pendant la continuation de cet accord de transfert, les Allemands vont proposer à plusieurs reprises le départ massif, finalement, de Juifs vers la Palestine. Les sionistes vont s'y opposer, aussi bien d'ailleurs que les puissances de l'Alliance, puisque les Alliés, eux, vont refuser de les prendre, alors même que Hitler leur propose de les prendre finalement pour quelques camions pour pouvoir mener sa guerre en Russie, et on va lui refuser aussi cela. Donc d'une certaine manière, et ça c'est un secret qui est quand même bien gardé, on va abandonner en fait la masse des Juifs pauvres d'Allemagne et d'Europe centrale et orientale aux mains des nazis, alors que deux solutions finalement se proposaient, soit pourquoi pas une autre option qui avait été tout à fait envisagée par les pères du sionisme, aussi bien Herzl que d'autres, Argentine, Tripolitaine, Ouganda, pourquoi pas les États-Unis, pourquoi pas l'Australie. Il y a eu aussi, on a évoqué à un moment donné l'Australie. Bon, les puissances de l'Alliance vont refuser de prendre ces Juifs en échange de quelques camions, et les sionistes vont carrément
mettre en place une politique de quotas, pourrait-on dire. Ils ne vont prendre que ceux qu'ils auront, eux, tamponnés comme étant des émigrés de qualité pour ne pas alourdir le lancement du projet Sion. L'élément clé, c'était le certificat. D'ailleurs, ceux qui liront le livre verront qu'il y avait 4 types de certificats. Donc, c'était vraiment un truc bien ciblé. Alors, il y a un élément que j'ai donné, ce sont les relations commerciales germano-palestiniennes. C'est très important, ça. C'est un point très important. Et vous publiez des tableaux qui récapitulent en fait les volumes échangés avec la Palestine. Entre l'Allemagne et le futur Israël. La Palestine. Alors, là, j'avoue que c'est absolument extraordinaire puisque, en fait, ce sont les relations entre donc Palestine et l'Allemagne durant toute l'année 32 et le premier semestre 33. Et en fait, vous avez 2 tableaux. Un tout petit tableau des exportations de la Palestine vers l'Allemagne, en fait. Donc, c'est ridicule. Oui. Des agrumes. Oui. Des citrons. Voilà, en gros, pour faire court, en gros, c'est ça. Hein. Oui. Et le deuxième tableau, mais alors lui, qui fait 2 pages de toutes les exportations allemandes en direction de la Palestine. Et en fait, les exportations allemandes, le fameux Made in Germany, qui muscle la toute jeune économie palestinienne juive en préparation. Et alors là, les chiffres, il n'y a qu'à lire. Vous avez la comparaison du premier semestre 33 des exportations allemandes vers la Palestine et le premier semestre 32, les exportations allemandes dans le monde. Et qu'est-ce qu'on constate ? On est donc suite à la crise de 29, les tentatives de boycott du monde anglo-saxon de la part de certaines factions juives contre l'Allemagne en 33. On constate que les exportations allemandes dans le monde, durant le premier semestre 33, s'écroulent partout dans le monde. Le seul pays, pour la même période, premier semestre 33, où les exportations bondissent, c'est la Palestine. C'est-à-dire sous le régime d'Hitler. Et il n'y a qu'à lire, vous avez d'un côté la colonne moins, et l'autre côté plus. Voilà. Ça me rappelle une autre situation, mais tout à fait comparable. Lors du boycott de l'Afrique du Sud sous le régime d'apartheid, le seul pays quasiment qui commerçait, dont le volume de commerce en même augmentait avec l'Afrique du Sud, c'est évidemment l'État d'Israël. Parce que les règles qui s'appliquent aux autres ne s'appliquent pas à eux, parce que comme chacun sait, comme disait Coluche, ils sont plus égaux que les autres. Oui, il y a des formules comme ça. Il y a une chose aussi qu'il faut souligner, c'est du fait de l'arrivée de ces Juifs formés en Palestine, vous aviez une réaction vive des populations arabes qui ne supportaient pas cette croissance démographique juive en Palestine. Et les Anglais, qui dirigeaient depuis les années 20 la Palestine, freinaient cette migration juive, et il va avoir, alors ça vraiment je l'ignorais, et le fait d'avoir les documents, je me suis fait un devoir de mettre les références, vous allez avoir un renforcement de ce courant migratoire illégal juifs allemands, enfin juifs germanophones, parce qu'il faut compter aussi les juifs d'Autriche. Oui, de Hongrie, d'Autriche, etc. Les juifs germanophones en direction de la Palestine, avec le soutien d'Hitler. Et parce que, chose très intéressante, vous aviez des factions au sein du monde nazi qui s'opposaient à l'accord de la Havara. Et ça, je l'ignorais. Le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Économie, parce que c'était pas avantageux, il y avait plein de difficultés. Et puis aussi, le ministère des Affaires étrangères ne voulait pas se mettre à dos les populations musulmanes. Voilà, donc il y avait tout ça. Donc il y avait vraiment du tirage. Et à un moment donné, en 1935, par exemple, Himmler intervient et fait pression sur le ministère de l'Agriculture pour obtempérer, pour respecter les clauses de la Havara. Oui, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont les milieux vraiment, le noyau dur du parti très, très idéologisé. Le sommet. Le sommet qui est très favorable à la Havara, tandis que, on va dire, les gens qui sont plus réalpolitiques, moins enclins à l'idéologie, eux, ils sont plus hostiles parce qu'ils voient bien tout ce qui va être perdu du côté, par exemple, des masses arabes ou sur le plan économique, tout simplement. Oui. Et il y a, Hitler qui va même intervenir pour véritablement... arbitrer, oui. Et qui va, c'est le document de janvier 1938, donner son feu vert pour que l'émigration juive germanique se dirige vers la Palestine. C'est écrit en toutes lettres, et c'est le rapport de Claudius, Karl Claudius, je crois, son prénom, qui vraiment le spécifie. Donc j'ai mis le document d'origine, et à partir de cette politique anglaise qui cherche vraiment à bloquer, il va avoir un renforcement des liens entre sionistes et nazis,
dans le cadre de la Haganah, pour mettre en place un comité illégal d'immigration. Le siège était à Paris, à partir de 1936 d'ailleurs, à l'instigation de Léon Blum, qui, je le rappelle, était membre aussi de l'agence juive, avec Félix Warburg, entre autres, ou encore Albert Einstein. Et il va avoir la mise en place d'une succursale à Vienne, en Autriche, qui a été donc annexée par l'Allemagne nazie en mars 1938, et le siège, la succursale donc de ce comité légal, avec des personnages comme Agami, comme Ehud Avriel, etc., était situé rue Marc Aurèle, exactement en face du siège de la Gestapo, et Ehud Avriel, qui raconte ça dans son livre Open the Gates, qui est sorti en 1975, et qui a été en plus préfacé par Golda Meir, qui était à l'époque donc Premier ministre de l'État d'Israël, confirme que leur institut en question était exactement donc en face de la Gestapo, et que ils se connaissaient, ils se prenaient des rendez-vous pour en fait canaliser ce courant migratoire juif germanique vers la Palestine. Mais là où je suis tombé des nues, c'est que lorsque l'Autriche a été annexée par l'Allemagne nazie, vous avez eu Eichmann, qui a donc organisé tout ça, qui donc travaillait avec ces gens-là. Mais je tiens à préciser aussi, il y avait des moments de tension. Ça, c'était pas non plus un long fleuve tranquille. Bon. Mais là où je suis tombé des nues, c'est que le bras droit d'Adolf Eichmann, qui s'appelait Berthold Storfer, et qui était, je cite l'expression de Ehud Avriel, l'assistant d'Eichmann, était juif, mais juif converti. Et là, il m'a été impossible de savoir s'il était converti à 15 ans, 20 ans ou 25 ans. Il n'empêche qu'il a mal terminé, ce Berthold Storfer, puisqu'il est mort à Auschwitz en novembre 1944. Mais il était le bras droit d'Eichmann pour les affaires juives, pour faire partir ces juifs d'Autriche, enfin de l'Allemagne nazie, en direction de la Palestine, et voir le bras droit d'Eichmann, juif converti, mais pour les nazis, ça n'avait aucune valeur, qu'on soit converti au catholicisme, au protestantisme, on restait juif, c'est quand même, ça fait un choc. Alors c'est très intéressant que vous citiez le nom de Eichmann, parce qu'en fait, en vous lisant et en réexaminant toute cette histoire du sionisme, de ses relations avec le nazisme, après avoir replongé dans ses sources, dans ses carnets de Herzl, citer le nom de Eichmann est intéressant parce qu'on ne comprend pas l'importance de ce personnage qui était un spécialiste en fait des migrations, en particulier des migrations des Allemands de la Heimat, donc des Allemands hors frontières, pourrait-on dire, pour faire simple, si on ne comprend pas qu'en fait il s'agissait de relocalisation, de relocation de population, et que, semble-t-il, il y a eu plusieurs tentatives de résoudre la question juive par des relocations de population, d'abord en Palestine, avec cet accord germano-sioniste, cet accord de transfert, qui a finalement, en termes de volume, été très réduit. Même si ça commençait à poser des problèmes en Palestine. Je donnerai les chiffres après. Mais c'est réduit par rapport à la présence juive en Europe centrale et orientale. Oui. Mais il va y avoir aussi la tentative, qui va durer presque toute la guerre, de relocaliser, je sais pas comment on peut dire, les populations à Madagascar, qui était à l'époque sous souveraineté française, sauf qu'il va y avoir des blocages très importants du régime de Vichy sur cette question, mais elle va être remise sur le tapis plusieurs fois. Et plusieurs fois, le projet va échouer. Là aussi, le projet Madagascar n'a rien de choquant quand on sait que ça a été une possibilité envisagée par les sionistes d'aller sur des îles comme Chypre, par exemple. Oui, une parmi d'autres, ça aurait pu être l'Argentine ou la Tripolitaine. Exactement, il y a eu plus de 20 sites qui ont été examinés par les sionistes quand le sionisme était encore à l'état de rêverie, ou disons de projet politique. Petite précision, Monsieur K, le fameux passage que j'ai retrouvé du rapport du 27 janvier 1938, qui est rapide, sur le soutien d'Hitler apporté à ce courant migratoire juif pour la Palestine. Donc c'est un compte rendu de Karl Claudius. Je le cite, « Le ministère des Affaires étrangères est toujours d'avis que la fondation d'un État juif autonome en Palestine n'est pas souhaitée. » Parce qu'il y avait des oppositions entre ceux qui le souhaitaient, parce qu'à force de peupler la Palestine juive, ça a donné la possibilité de créer un État juif, puis ceux qui disaient « il ne faut pas, on va se mettre à dos les Arabes ». Je continue. Le gouvernement allemand continuera à combattre par conséquent la fondation d'un tel État, par tous les moyens politiques à sa disposition. La question de l'immigration de Juifs hors d'Allemagne vers la Palestine a été tranchée depuis par une décision du Führer, de nouveau dans le sens où il faut continuer à encourager l'immigration. Donc très intéressant de voir qu'Hitler a soutenu. Hitler a été sioniste. Il a dû intervenir parce qu'il y avait des tensions, parce que c'est ce que montrent ces pièces d'archives que j'ai publiées, c'est qu'il y avait le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'économie, qui voulait modifier l'accord de la Havara.
mais vraiment modifié. Et modifié dans le sens réduire ce flux migratoire. Parce que, en gros, pour donner une petite idée, il y a la représentation du Reich, du monde juif, qui a fait un tableau, des données chiffrées de toutes les populations juives qui ont quitté l'Allemagne de 33-41. Le document date d'octobre 41. 352 000 juifs ont pu quitter l'Allemagne nazie. Et sur les 352 000, répartis entre l'Amérique du Nord, l'Australie, etc., il y en a plus de 80 000 qui ont pu s'installer en Palestine, mais 80 000 formés. 80 000 sur une population juive en 1940 qui tournait autour des 400 000 habitants. Ce qui fait qu'un cinquième de cette population était formée aux techniques modernes de l'époque. C'est ça qui a été... Ça a été décisif pour la création de l'État d'Israël. Qui a permis de lancer... Bien sûr. Je cherche une formule, parce que j'ai dit une formule à éviter, qui allait lancer le mouvement permettant à la toute jeune économie israélienne en 1948 de démarrer. Parce qu'il y avait à la base ces 80 000... Deutsche Qualität. Voilà, Deutsche Qualität, qui représentait un cinquième population. Bon, quand vous avez un cinquième bien formé pour 400 000 habitants, voilà, ça y est, c'est bon, on a à peu près un équilibre, 80 000 qui peuvent diriger, en gros, 320 000. Voilà, ça y est. C'est ce que visaient les sionistes. Ils craignaient qu'en fait, on leur envoie la misère du cheptel d'Europe. Ah, ils voulaient pas ça. Et que le projet sioniste soit complètement plombé. Et voilà, ils voulaient la qualité. Voilà. Et donc, ils ont d'ailleurs abandonné, on peut le dire comme ça, puisqu'on sait maintenant, il y a des témoignages qui ont été publiés. Je pense à certaines interventions, par exemple, de familles de victimes lors du procès Eichmann à Jérusalem. Il y a eu des nombreux ouvrages aussi sur les complicités des autorités juives dans la déportation des Juifs d'Europe. Parce que oui, je disais tout à l'heure qu'il y avait eu 2 projets au moins de relocalisation des populations. Donc la Palestine pour partie, vous avez dit là les 80 000, puis les Madagascar, et puis ensuite il y a eu en même temps des gens qui sont partis, par exemple, dans le Birobidjan proposé par Staline. Et puis il y a eu le 4e projet de relocalisation des populations à l'Est, dans ce qui était jadis le Yiddishland en Pologne, avec les camps de déportation. Je n'en dirai pas plus puisque la loi me l'interdit, mais il s'agit pour le moins d'une quatrième projet de relocalisation des populations, si l'on s'en tient à la thèse opportuniste, c'est-à-dire qu'ils disent que les camps d'extermination auraient été déclenchés, je dirais, suite aux contraintes de la guerre sur le régime allemand. Alors, il y a une chose que je vais ajouter. Je disais qu'il y avait des guerres entre factions juives, entre ceux qui soutenaient le projet, ceux qui le rejetaient, etc. Il y a un élément que je vais citer, qui est un élément clé. Mais avant de le citer, je dois ajouter cette information. Dans le passé, avec Sabbath Tzvi, Jacob Frank, vous savez, ce qu'on appelait la rédemption par le péché. Et donc, cette tourne d'esprit tordu que plus on fait un mal dans le domaine politique, économique, dans le domaine moral, génocide, tout ce que vous voulez, plus on détruit, plus on accélère l'arrivée du bien. Bien, bon. C'est vraiment, le fond est satanique. Et cette tourne d'esprit, issue de la réforme laurianique, le rabbin Luria, etc., 16e siècle, a imprégné certaines factions juives. Je suis obligé de dire certaines. Oui. Non, mais c'est vrai. Tout est en nuance. Certaines ont été touchées, d'autres un peu, d'autres pas du tout, d'autres farouchement contre. Et il faut surtout pas voir ça comme un bloc. Et j'ai cité, je termine la fin de tout juste avant la conclusion, avec le fameux discours du rabbin Stephen Wise de septembre 1933. C'est le discours qu'il a prononcé à Genève devant toutes les représentations juives. Le discours qu'il a tenu, c'est pas le dernier discours, c'est le discours véritable qu'il a prononcé 2 jours avant la fin de ce congrès. Il faut comprendre que, parallèlement à ce milieu-là, le milieu catholique, lorsque vous avez la messe, vous avez le sacrifice non sanglant. C'est-à-dire que le pain et le vin deviennent réellement le corps et sang du Christ, même si nos sens ne permettent pas de le voir. C'est la fameuse transsubstantiation. Bon. Et les Juifs, refusant le caractère messianique du Christ, ont assimilé à eux cette idée de sacrifice. Et je vais citer donc les propos du rabbin Wise de septembre 1933, qui laisse entendre bien des choses. Je le cite. « Encore une fois, le peuple juif semble appelé à jouer un grand rôle dans l'histoire, peut-être le plus grand rôle dans tous les âges de son histoire tragique. Encore une fois, le peuple juif est appelé à souffrir en tant que serviteur souffrant de l'humanité.
Nous sommes appelés à souffrir afin que l'humanité et la civilisation puissent survivre et perdurer. Nous avons souffert avant. Nous sommes les éternels serviteurs souffrants de Dieu, de l'histoire du monde, qui est le jugement du monde. Alors la citation continue. Or, c'est très intéressant parce que c'est en mettre en parallèle avec le Messie souffrant, le Christ. Oui, en fait, là, il renvoie au chapitre d'Ésaïe. Oui, et en particulier, je mets en note de bas de page le document exceptionnel que j'ai mis dans mon livre Archives mondialistes, l'annexe 1, en hébreu, les fameux textes de Jacob Frank, que ça a été découvert par l'équipe de juifs universitaires américains Benzion Wacholder, et Benzion Wacholder résume la pensée franquiste en 4 points. Je cite ces 4 points et pensez en même temps au rabbin Stephen Wise. Jacob Frank prédit le massacre imminent des Juifs au sein de toutes les grandes et petites nations d'Europe dans le cadre de l'Apocalypse. 2e point, le salut des Juifs dépend de leur acceptation de la foi d'Édom, c'est-à-dire Rome. 3e point, Jacob Frank est la réincarnation du patriarche Jacob. 4e point, Jacob Frank dirigera la rédemption d'Israël en soumettant le monde, y compris l'Église catholique. Et en fait, dans leur esprit, à la Stephen Wise, eh bien, on peut peut-être se dire qu'ils estimaient qu'il y avait une forme d'offrande qui allait être faite pour passer à une étape supérieure dans le cadre de la rédemption par le péché. Oui, probablement, Pierre Hillard, que cela aussi rentrait dans le cadre d'une guerre interne au judaïsme entre sabbatéistes et non sabbatéistes, puisqu'on sait que dans ces familles-là, chacun savait parfaitement quelle avait été l'attitude de chaque famille au cours de la crise sabbatéenne 3-4 siècles avant. Et il y avait des guerres internes épouvantables. Terrible. Voilà. Et en fait, vous disiez tout à l'heure que le petit juif, le juif du peuple, en général... C'est lui qui a ramassé. Voilà. C'est lui qui a souffert et qui a été la victime. Voilà. Il faut le dire. Il faut le dire. C'est important de le rappeler. Et en fait, ce sont ces petits juifs qui se sont rebellés, d'ailleurs, lors du procès Eichmann, et qui montraient du doigt les dirigeants du Judenrat, c'est-à-dire ce commissariat juif. Ce qui s'est à peu près passé en France, la même chose. Hein. Je pense au livre de Maurice Rafchus, qui est décédé cette année. Il y a peu de temps, oui. Sur l'ancêtre du CRIF, et qui était en fait l'équivalent, on pourrait dire, d'une sorte d'autorité communautaire sous la France de Vichy, et qui a très activement collaboré à l'ensemble de la politique, aussi bien d'ailleurs à Vichy qu'à Paris. Oui. Donc aussi bien avec les vichisto-résistants ou les vichisto-collabos qu'avec les autorités occupantes de Paris. Rafchus l'a prouvé, et son livre, faut le rappeler, a été préfacé par Pierre Vidal-Naquet. Voilà, historien exterminationniste s'il en est. Ah oui, qui avait le CV, et qui a reconnu la qualité des informations, si je puis dire, de Maurice Rafchus. Voilà. Dieu et son âme, paix soit sur lui. Un point important quand même, Pierre, c'est il faut quand même qu'on parle des relations non seulement du sionisme avec le Troisième Reich, mais peut-être aussi d'un segment important du sionisme, qui était ce noyau, cet embryon de défense, la Haganah, qui va donner naissance ensuite à ce qu'on va appeler Tsahal, c'est-à-dire l'armée israélienne. Quelle a été l'attitude de la Haganah pendant la guerre ? Alors, en fait, avant même la guerre, dès 1938, vous avez eu une coopération entre la Haganah et les autorités nazies. Alors déjà, le siège de la Haganah était donc à Paris en 1936 grâce à Léon Blum, et la succursale en fait de la Haganah, qui était le comité légal, etc., pour l'immigration des Juifs, était située donc à Vienne, et Ehud Avriel, dans son livre donc préfacé par Golda Meir, précise que cette coopération s'est faite sans problème, avec des moments de tension, attention, il faut le dire aussi, mais c'est faite avec les autorités nazies. Et là, je cite le livre de Open the Gates, Ehud Avriel, préfacé par Golda Meir, page 29. Dans l'Allemagne d'avant-guerre, ces opérations n'étaient ni illégales ni secrètes. Le bureau de la Gestapo, situé juste en face du nôtre, savait parfaitement où nous étions et ce que nous faisions. L'illégalité n'a commencé qu'au niveau des côtes de la Palestine avec le blocus britannique. Donc à l'époque, les opérations sont 38. clandestines contre les puissances alliées. Et oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une coopération entre nazis et sionistes avec, j'ai fait la citation tout à l'heure, le soutien d'Hitler, qui dit bien qu'il faut continuer l'immigration juive, même illégale, en direction de la Palestine. Et cette chose qui donc date de 1938, eh bien, elle se fait en opposition avec l'Angleterre. Et il y a le fameux passage, entre autres, où il y a eu un problème de transbordement de juifs d'un bateau à un autre sur les côtes yougoslaves, et un des représentants à Vienne, qui s'appelait Agami,
est convoqué par le représentant SS qui s'appelait Lange. Alors, le chemin était facile, il n'y avait qu'à traverser la rue pour se retrouver du siège de la Haganah, donc au siège de la Gestapo. Et le passage que je cite du livre de Ehud Avriel, donc c'est pages 70 et 71, Open the Gates. Donc, le docteur Lange salua courtoisement Agami, donc représentant de la Haganah, et lui pria de s'asseoir en face de son bureau, et l'ensemble fut suivi d'une discussion surréaliste. Je cite, Docteur Lange, incidemment, votre dernier transport vers la Palestine n'a pas été un brillant succès. Donc, il y avait eu un problème et la chose avait donc foiré et c'était devenu connu de tous. Réponse de Agami. Excusez-moi, la destination du convoi qui a reçu une publicité excessive était le Mexique, pas la Palestine. Vous connaissez la personne qui a obtenu les visas pour moi. Alors, Dr Lange qui répond, écoutez, c'est incroyable. Bon, d'accord, c'était le Mexique. Mais vous devez savoir qu'il y a une forte pression anglaise sur la Yougoslavie pour décourager tout transit de Juifs vers son territoire. Les Britanniques, dans tous les cas, semblent penser que ces convois devaient se rendre en Palestine. Et l'entretien se termine avec le haut fonctionnaire nazi Lange quittant un papier assigné à Agami. Il y est écrit, je cite, « Je, sous-signé citoyen de la Palestine engagé dans l'organisation de l'émigration des Juifs du Grand Reich allemand vers l'hémisphère occidental, affirme que la destination des convois est, en ce moment, le Mexique. » C'est à hurler. Voilà, c'est Ehud Avriel, Open the Gates, page 70-71. Donc, pour essayer de régler un problème de transbordement d'un bateau à un autre, Colorado, à Tratano, je ne sais plus exactement le nom de ces bateaux. Enfin bref, voilà, ça montre que il y avait une collaboration véritable entre nazis et sionistes en 38. Oui, y compris sur des questions de renseignement. Vous me disiez qu'il y a des éléments de la Haganah qui étaient membres des services de renseignement français et anglais. Dans les services secrets français et anglais, c'est simple. J'ai publié un document, mais passionnant, l'original en allemand et traduit en français, qui est le compte-rendu de la SS sur le sionisme. Et il balance des informations de qualité. Il faut toujours avoir, vous savez, avoir l'avis de l'avocat et du procureur. On ne parle jamais des SS. Que pensait la SS du sionisme? Ah, intéressant. Ah, et c'est là, grâce à eux qu'on apprend plein de choses. Et on apprend entre autres qu'ils étaient aussi dans une collaboration de renseignement avec la Haganah, oui. Ce qui peut nous conduire à parler d'intelligence avec l'ennemi. Oui, vous savez, cette formule un peu violente, mais oui, effectivement. Pierre Hillard, dernière question avant qu'on se sépare. Pourquoi 1941 ? Quel est le tournant qui explique, qui justifie que vous arrêtiez votre livre, vos examens, à cette date de 1941 ? Est-ce qu'il y aurait eu un renversement d'alliance ? Alors, avril 41, c'est la fermeture définitive de l'agence juive de Berlin et de ses 350 représentations éparpillées dans toute l'Allemagne. J'ai mis la pièce d'archive en allemand qui explique toute l'organisation interne, et tout, évidemment traduit en français. Donc, je me suis arrêté à avril 41 parce que c'est la date officielle. Je tiens à souligner aussi le rôle capital de la famille Warburg dans cette histoire, de Max Warburg et de leur petit cousin qui s'appelait Zygmunt Georg Warburg, qui a joué un rôle capital dans la collaboration entre d'un côté les nazis et de l'autre les sionistes. J'ai apporté les preuves. Avril 41, nous sommes à 2 mois de l'intervention de l'Allemagne nazie contre la Russie soviétique de Staline. Certains disent que en fait Staline voulait envahir en premier toute l'Europe et que c'est très probable parce qu'il y a un livre qui a été publié là-dessus qui s'appelle Le brise-glace. Oui, et j'ai tendance à le croire que finalement Hitler a court-circuité Staline et qu'en fait il a pris de vitesse. Bon, et donc en fait dans cette histoire avril 41, vous avez donc 350 000 Juifs à avoir quitté l'Allemagne, 80 000 qui ont été formés. Le travail était fait. On peut passer à autre chose. On peut passer à une autre étape. Merci Pierre Hillard, merci pour toutes ces lumières, les lumières authentiques qui viennent toujours d'en haut. Chers amis auditeurs, on se retrouve là pour la prochaine édition avec un nouvel invité. Je rappelle les coordonnées du livre « Sionisme et mondialisme, le sionisme de ses origines au Troisième Reich, 1895-1941 », écrit par notre invité Pierre Hillard aux éditions Nouvelle Terre, 25 € seulement pour 500 pages. Chers amis auditeurs, vous pouvez évidemment trouver ça sur le portail de Contre-Culture, également à la librairie Vincent, dans le 7e arrondissement à Paris, boulevard de la Bourdonnais. Et puis, vous pouvez évidemment nous aider, nous soutenir dans cette aventure radiophonique en faisant un don. Nous apprécions particulièrement les dons récurrents parce qu'ils nous permettent d'avoir une visibilité
dans le futur. Chers amis auditeurs, on se retrouve pour la prochaine édition avec un nouvel invité. Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Pourquoi tant de haine?